Eh bien, on va reprendre. Je vous parlais tout à l'heure du premier panel avec comme thématique la démocratie numérique, quel rôle pour les médias. Et nous allons avoir ici, mesdames et messieurs, pour en parler, monsieur Dahaba Diagana, qui est vice-président de Adinarintik. Il sera également accompagné de Khalid Diallo, journaliste et militant des droits de l'homme. Pape Ismaël Dieng, il est chargé de communication et de plaidoyer à Afrique TV, justement. Et puis, tout ceci sera modéré par, je pense, Halima Diagana. Ce sera donc pour tout à l'heure. Avant cela, mesdames et messieurs, on va recevoir ici un membre de la communication de Citizen Lab Mauritanie qui va venir nous faire juste un résumé de tout ce qui s'est passé ce matin. Et ce sera donc en arabe. On va recevoir, mesdames et messieurs, monsieur Mori Salem. Monsieur Mori Salem. Bien. On peut l'applaudir un peu. Voilà. نبدأ عن مشروع استقلال موريتانيا أفريقيا استقلال موريتانيا. المشروع هو عبارة عن برنامج لتعزيز مسار المشاركة العامة للشباب من أجل توطيد الديمقراطية. هو عبارة عن مركز لابتكار وصناعة محتوى ذو قيمة باعتماد على مشاريع رقمية متعلقة بالديمقراطية. يهدف هذا المختبر عبارة عن مختبر للمواطنة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الشباب في المجتمع المدني الموريتاني فيما يتعلق بالمشاركة المدنية من خلال تزويدهم بحلول إعلامية بالإضافة إلى محتويات ذات قيمة حول تعزيز المواطنة ومشاركة المواطنين، الحكامة الرشيدة، الولوج للمعلومات والشفافية. هذا المشروع تهدف أفروتيفيست في الدولة موريتانيا إلى دعم ومواكبة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الموريتاني من خلال التدريب وتطوير القدرات ودعم الابتكار والإبداع الجماعي، وبشكل محدد تعزيز قدرات الفاعلين الشباب في المجتمع الموريتاني، وكذلك إلى إحداث ديناميكية جديدة في مجال المشاركة. كما أيضا تهدف إلى إنشاء شبكة من الفاعلين الملتزمين لتحديد ودراسة واقتراح حلول للاستشكالات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة بالاهتمام العام من خلال صناعة محتوى رقمي وتطوير أدوات وحلول مبتكرة. تتكون تشكيلة فريق أفريقيا استقلال موريتانيا من فاعلين في المجتمع المدني والحركات الشبابية، وكذلك من إعلاميين ونشطاء ومدونين بالإضافة إلى طلاب أيضا. هذا المشروع يتم تنفيذه من قبل أفريقيست بالتعاون مع فريق متواجد في نواكشوط. إذا بصفة عامة تهدف أفريقيست إلى تعزيز الديمقراطية والحكامة الرشيدة، وكذلك إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال تقنيات الإعلام والاتصال، لا سيما من خلال المواضيع التالية التي هي تعتبر مجال تدخل أفريقيست. هي بصفة عامة الحكامة الرشيدة، الديمقراطية التشاركية، الشفافية، التنمية الاجتماعية، ومحاربة الفساد وكذلك عدم المعاقبة. إذا في أفريقيست نطالب بالديمقراطية التشاركية القائمة على المواطنة المتزايدة في البلدان الإفريقية بالاعتماد على معدات رقمية في خدمة الديمقراطية والمشاركة المدنية، وكذلك تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني في مجال المناصرة فيما يتعلق بالمشاركة العامة للمجتمع المدني. Voilà. Merci beaucoup à monsieur Maurice Salem pour cette synthèse de tout ce qui s'est passé ce matin et surtout des informations qu'on devrait avoir sur Citizen Lab en Mauritanie. Merci beaucoup. Alors, je vous parlais tout à l'heure, mesdames et messieurs, du premier panel de la journée, parce qu'il en aura 3, je pense bien. On va passer donc au premier.
Et nous allons faire ce premier panel avec, évidemment, des panélistes que je m'avais introduire maintenant. On va recevoir, mesdames et messieurs, Monsieur Khalid Diallo. Monsieur Khalid Diallo, voilà, que je vais appeler ici, pour prendre place. Et puis, s'il est là, Monsieur Dahaba Diagana, de Adinarim Tikka. On m'a fait savoir tout à l'heure qu'il était en route. Est-ce qu'il est arrivé? Il est en route. Eh bien, bonne route à lui donc. Voilà. On va continuer avec les panélistes pour appeler ici maintenant Monsieur Pape Ismaël Dieng. Il est chargé de communication et de plaidoyer. C'est à Appliquibus. Merci beaucoup. Alors, donc, on va commencer avec les deux, le temps que le troisième nous rejoigne ici. Voilà. Alors, la modératrice de ce premier panel n'est autre que ma consoeur Alima Diagana. Alima Diagana. Alima Diagana, elle est dehors. Bon, maintenant si je parle, les femmes vont se fâcher. Donc je ne parle pas. C'est vrai. Parce que les hommes sont dedans, les femmes sont dehors. D'accord. Alima Diagana, pour la modération du panel. Voilà, mesdames et messieurs, elle est là, Alima Diagana pour la modération. Elle est fortement applaudie par la gente féminine et c'est tant mieux. C'est avec grand plaisir que je me mets devant vous là pour présenter ce panel. Ou pour modérer plutôt ce panel. Ce panel discutera de la démocratie numérique et son rôle pour les médias. Les panélistes ici présents sont le vice-président de Adinarim Tikka, M. Dahaba Diagana, il est quelque part, il sera bientôt là, et M. Khalid Diallo, journaliste et militant de droits de l'homme, que je ne présenterai plus à quelqu'un ici. Et M. Pape Ismaël Dieng, chargé de la communication et de plaidoyer activiste. Voilà. Est-ce qu'on a... La modération. Nah, ini apa ya?
député pour remplacer Amina, ça c'est pas mon fort. Voilà. Non. Alors, mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour ces désagréments vraiment indépendants de notre volonté, mais c'est pour bien faire les choses, hein? D'accord? Nous avons effectivement l'arrivée du troisième panéliste, M. Diaba Diagana, le vice-président d'Africtivis. Diaba Adin Rintik, voilà. Dahaba. Voilà. Monsieur Dahaba, voilà. Il va s'asseoir. Alors, et on va également changer de modératrice. Elle est en deuil. Malheureusement, c'est la vie, mais elle a tenu quand même à être parmi nous. Je voudrais que si elle rentre dans cette salle, que vous l'accueilliez vraiment avec beaucoup d'applaudissements et d'encouragement pour qu'elle puisse continuer ce panel-là. Je veux parler de Madame Mamikan. Aminata Khan. Aminata, viens. Elle est là. Merci d'être venue. C'est bon? Très bien. Tu es forte, hein? Il y a des hommes dans cette salle qui ne pourraient pas faire ça. C'est une femme forte. Les hommes, applaudissez là. Voilà. Ils sont galants, hein? Allez, courage, vas-y. Donc, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à Ali. Je ne pouvais qu'assister à la cérémonie, vu l'importance de la thématique et l'importance des enjeux qui se dressent devant nous. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Hier, j'ai perdu mon oncle, mais c'est la vie. Amin, Inch'Allah. Donc, nous allons tout de suite démarrer avec le premier panel, qui est intitulé de la démocratie numérique, quel rôle pour les médias. Les panélistes, je pense qu'Ali les a déjà présentés. Il y a Khalid Diallo, mon grand frère, journaliste et militant des droits de l'homme, Pape Ismaïl Dieng, chargé de la communication et du plaidoyer Africtivis. Et ensuite, il y a Dahaba Jibril Diagana, vice-président de Adina Rintik. Alors, messieurs, voilà, on voudrait laisser maintenant intervenir Monsieur Khalid Diallo, voilà, pour ouvrir ce panel-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie toute l'équipe Africtivis pour l'invitation. Vous allez devoir m'excuser pour l'avoir, parce que je viens d'arriver au Néma, et c'est pas facile. J'ai juste tenu à honorer ma parole, c'est pour ça que je suis là, mais en réalité, je suis KO. Voilà. Mais bon, on va s'y faire, Inch'Allah. Par rapport au thème sur lequel on demande d'intervenir, c'est celui, le numérique au service de l'engagement et de la participation citoyenne en Mauritanie. De par ma et petite expérience
que je vais partager ici. Je pense aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la nécessité et l'importance du numérique est devenue indiscutable dans le processus du militantisme, de l'engagement. Et si on se pose une question, avant le numérique, il y avait quoi? Il n'y avait pratiquement rien. En dehors de la radio et de la télé, moi je dirais qu'il n'y avait pratiquement rien. Avec maintenant l'arrivée du numérique, le processus de démocratisation, il devient inévitable. Il est inévitable. Parce que vous pouvez à la limite empêcher l'expression démocratique, la liberté d'expression. Dans certains pays, comme la Corée du Nord, ça tient encore. Et moi je dis, ça ne va pas tarder à débouler. Pourquoi? Parce que tout simplement, le numérique est venu basculer toutes les réalités et tous les codes qui empêchent la liberté d'expression et la démocratie. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand on parle du numérique, de son utilisation dans le processus de démocratisation, ma compréhension personnellement, c'est d'abord un problème de liberté d'expression. En Afrique, aujourd'hui, notre plus grand problème, nous, en tout cas, nous les jeunes Mauritaniens, notre plus grand problème, c'est la liberté d'expression. Il y a moins, je dirais, de 20 ans, ou maximum, il y a 21 ans ou 22 ans, pour pouvoir s'exprimer, il fallait porter des gants et oser et se préparer à se retrouver en prison. Aujourd'hui, le numérique est venu en sauveur. Il nous permet de contourner toutes les possibilités que mettent en place nos gouvernements pour souvent essayer de museler l'expression contradictoire qui essaye d'illustrer et de montrer les réalités contraires aux réalités que veulent vendre les gouvernants. Donc, maintenant, c'est l'utilisation du numérique qui devient autre chose. Pour quelle fin? C'est la principale question que les jeunes doivent se poser. Okay. Je vais travailler avec le numérique, mais dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens de diviser ou est-ce que c'est dans le sens de rapprocher? Moi, je pense que tout ce que je connais, en tout cas dans cette salle, que je vois s'exprimer très souvent, et qui sont dans l'utilisation à fréquence très salutaire du numérique, ils l'utilisent pour pouvoir énoncer, pour pouvoir rapprocher ceux qui ne communiquent pas. Pour moi, le numérique aujourd'hui nous permet de faciliter le rapprochement interculturel. Parce qu'il y a un souci en Mauritanie. Il faudra qu'à chaque fois qu'on utilise le numérique, qu'on continue dans son cerveau, à quel but, à quel objectif je vais utiliser le numérique. Aujourd'hui, vous n'avez pas, c'est vrai, je viens de Néma. J'ai dit que la couverture numérique quand même, ça laisse à désirer encore en Mauritanie. Mais de ce que nous avons, cela nous permet, et cela doit nous permettre de poser les vrais débats, de rapprocher les Mauritaniens sur l'essentiel. Dans cette salle, on ne peut pas prendre plus de 100 personnes. Avec le numérique, même cette barrière, elle tombe. Avec le numérique, on peut parler à des millions et des millions de personnes. Donc, aujourd'hui, dans le processus de démocratisation, et je donne un exemple qui est d'actualité, le numérique nous permet jusqu'à contredire la parole officielle d'un État. On tue quelqu'un, par exemple le cas de Souvi, automatiquement on nous dit, les médecins ont un médecin a dit, c'est utilisable par exemple. Mais en l'espace de moins d'une heure de temps, la version officielle a été contredite. Par quoi? Ceux qui sont
touchés par le numérique. Certains les appellent, certains sont des journalistes, d'autres sont des blogueurs. Et qui, même en fuyant le représailles chez eux, par exemple, je parle de ceux qui sont aux États-Unis et d'autres pays, ils participent activement au processus de démocratisation dans notre pays. Et ça, je pense que c'est un jeu majeur que la jeunesse mauritanienne doit profiter de ça. Doit profiter de ça pour aider à construire le pays. La jeunesse mauritanienne doit profiter de ça pour rapprocher les Mauritaniens. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit aussi utiliser le numérique pour garder juste le tabou. Non. Toutes les questions tabous doivent être traitées dans nos campagnes, dans notre engagement de tous les jours à travers le numérique, que nous faisons tous pratiquement. Donc pour moi, aujourd'hui, s'il y a une recommandation que j'ose donner, c'est de dire aux jeunes, il faut se former davantage dans l'utilisation du numérique. Il faut véritablement se former. Et quand on a les prérequis, à ce moment-là, notre engagement citoyen peut être gagnant. Parce que non seulement il nous permet déjà de faire tomber toutes les barrières, il nous permet aussi de nous rapprocher. Mais il nous permet de créer un débat contradictoire, même par la volonté de notre engagement citoyen. Et je pense que nous avons réellement besoin de ça. Et si nous l'avons, c'est une grande victoire pour la jeunesse mauritanienne. Après, le seul problème qu'il y a eu, et c'est le dernier point sur lequel j'interviens, c'est que le numérique, tu peux l'utiliser à ta guise. Jusqu'à quelle fréquence? C'est la question que je poserai aux experts. Jusqu'à quelle fréquence? Parce que lors des élections de 2019, on a vu ce qui s'était passé. L'État mauritanien, de manière très unilatérale, a décidé de suspendre l'Internet en Mauritanie. C'est bien de dire qu'on a la possibilité. Mais jusqu'où le processus de démocratisation doit aussi être accompagné par un État démocratique. Parce que quel que soit le processus de démocratisation que nous utilisons grâce au numérique, il y a aussi la partie décisionnelle qui doit accompagner le tout. Et évidemment, je refuse qu'il y ait une surveillance, parce qu'il ne faut pas aussi que les gens l'utilisent pour créer la haine, pour monter les uns contre les autres. Mais il faut qu'on ait une garantie qui est d'ailleurs existante dans notre Constitution, la liberté d'expression. Et je m'arrête à ça, et au fil du débat, Inch'Allah, on essaiera de prendre parole. Je vous remercie. Merci beaucoup à Khali pour son intervention. Je vais juste rappeler l'objectif de ce panel qui est d'échanger sur le rôle des médias dans une démocratie numérique. Les médias également le rôle dans la participation et dans l'éveil des citoyens. S'il y a des questions par rapport à l'intervention de Khali, pour qu'on puisse avancer à la deuxième fenêtre dans la salle. Question. Vous voulez? Je dirais que ce soit pour le numérique, que ce soit aussi pour la communication directe, les médias ont toujours ce rôle d'informateur, de communicateur, mais aussi de sensibilisateur et d'éducateur. Éducateur, pourquoi? Parce que le numérique aujourd'hui nous offre des opportunités. Des opportunités pour construire et aussi des opportunités pour détruire. La démocratie numérique, elle a commencé quand on nous a permis d'accéder à Internet. Oui. Quand on nous a permis à communiquer, à échanger à travers le téléphone, à travers l'ordinateur, à travers des canaux invisibles. Mais aujourd'hui, elle nous pousse parfois à être libre, à être aussi trop libre. Quand je dis trop libre, regardez les réseaux sociaux. Pendant les élections, en amont des élections, regardez les réseaux sociaux quand on fait face à une situation de conflit, de guerre. Ça alimente les préjugés, ça alimente les stéréotypes, ça alimente les fake news, ça alimente voilà quoi, une autre forme de démocratie. On parle de démocratie, mais une autre forme de liberté de démocratie.
Khali a dit quelque chose d'important, il faut de la formation. Comment utiliser aujourd'hui tous ces canaux ou ces outils de communication numérique? Comment digitaliser l'information pour ceux qui passent à l'écrit, à la communication directe? Comment passer de l'autre côté? Il faut de la formation. Et pour la formation, je pense que Africtivist est venu au bon moment. Quand on veut une démocratie dans un pays, il faut des outils. Mais aussi, il faut une manière de communiquer, communication démocratique. Tout le monde, dans les pays en Afrique, on parle de démocratie parce qu'il y a des élections, parce que oui, le citoyen peut aller voter, parce que oui, on peut, voilà. Mais il y a une autre forme de démocratie qu'aujourd'hui, on ne comprend pas avec l'arrivée de l'Internet, avec l'arrivée de la vie, voilà quoi. La formation, elle est importante, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, on fait face à un océan de médias, de journalistes, de blogueurs, voilà quoi. Des personnes à qui, avec Internet, ils peuvent détruire sa vie, faire de la propagande, faire, voilà quoi. Il faut trouver une manière de contrecarrer tout ça. Et la formation, elle passe. Merci beaucoup. Donc, le chef Aïdara, directeur de publication de l'Authentique. Moi, je voudrais juste rappeler une chose, que c'est très bien cette révolution numérique dans les médias. Yes. Rappeler également un peu le rôle de la presse écrite qui a été pionnière de tout cela. Bon, heureusement que nous sommes maintenant dans un monde où l'information passe vite et rapidement. Je voulais juste rappeler aux journalistes, en tout cas à ceux qui se disent journalistes, de ne pas confondre vitesse et précipitation, de ne pas de ne pas utiliser Internet parce qu'on veut faire passer une information très rapidement sans oublier les abats de notre métier, qui est quoi, qui est de vérifier, de recouper toute information avant qu'elle ne soit publiée. Il ne faut pas qu'on se laisse emporter par la masse de ceux qui écrivent n'importe quoi, des informations qui sont pour la plupart erronées et fausses, qui mettent en danger les populations et l'État. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est Bakary Gueye, je suis journaliste, président de l'UPF Mauritanie. Donc je vais d'abord me féliciter de ce projet Africtivist qui vient vraiment à point nommé. Et j'encourage vraiment, en tout cas, tous les membres de ce projet de s'investir parce que vraiment c'est un projet dont nous avons énormément besoin, surtout dans le contexte actuel de l'explosion de ces nouvelles technologies. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une véritable démocratisation de l'information. Donc les journalistes n'ont plus le monopole. D'ailleurs, moi je trouve qu'ils sont complètement dépassés. Même si, comme l'a souligné mon confrère Cheikh Aïdara aujourd'hui, beaucoup de ceux qui interviennent dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, en tout cas interviennent dans le mauvais sens et contribuent beaucoup à la diffusion de mauvaises informations, ce qui est extrêmement dangereux. On sait que le numérique, vraiment, c'est quelque chose de très important, c'est un véritable atout aujourd'hui dont nous disposons et qui pourrait vraiment révolutionner, en tout cas, ceux qui en font un très bon usage. Et un projet comme celui-là, vraiment, c'est un projet qui pourrait vraiment faire des émules ici à Mauritanie. J'ai vu un peu les points que vous avez soulignés, les points dont vous avez parlé au début, en tout cas tous les grands problèmes auxquels fait face notre pays. Vous savez qu'il y a un problème d'unité nationale, il y a un problème de cohésion sociale, il y a des injustices flagrantes, il y a des inégalités de toutes sortes. Et vraiment, toutes ces choses-là doivent être, ce sont ces choses-là que vous, en tant que, en tout cas, partenaire, en tant que membre de ce projet, que vous devez traiter et que vous devez porter vraiment à la connaissance de l'opinion, à la connaissance des pouvoirs publics, les traiter bien entendu de la meilleure façon possible, avec toute l'objectivité qu'il faut. C'est vraiment ce qu'on attend de vous.
Et vraiment, une fois de plus, je vous félicite. Et je trouve que c'est un projet vraiment extrêmement important qu'il faudrait vraiment prendre à bras le corps et puis vraiment le mener à bien. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Merci aux panélistes. Merci aux initiateurs Africa TV. Merci aussi de nous avoir présenté un peu le contenu et le contour de cette initiative. Le numérique, certes, oui, c'est le quatrième pouvoir, du moment qu'on en utilise à bon escient. Mais étant donné qu'on parle de l'engagement citoyen via le numérique, pour un peu arriver vers une démocratisation proprement dite. Mais la question que je pose aux activistes et aux organisateurs, en Mauritanie, sommes-nous dans une ère démocratique ou bien sommes-nous dans une ère de dictature douce déguisée aux yeux des Occidentaux? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, vous nous parlez de numérique. Oui, c'est un atout. Quand je nettoie ma gorge, laisse-moi me nettoyer la gorge comme je l'entends. Allez. La première question. On nous parle de démocratisation numérique. Et en Mauritanie, au-delà de l'initiative aujourd'hui qui vient de s'implanter, sommes-nous dans une ère de démocratisation ou bien dans une ère de dictature déguisée aux yeux des Occidentaux? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, de par ce numérique, y a-t-il une loi sur la protection du numérique ici en Mauritanie, étant donné qu'en de part d'engagement citoyen, on devient activiste, on devient une personne stigmatisée, catégorisée, mise sur la ligne rouge, parce qu'on en a connu en 2016, où on s'est laissé tabasser par le pouvoir, emprisonner certains, d'autres sont devenus des personnes non grata au niveau de l'administration publique en Mauritanie. Et je peux en citer des noms et des noms. Jusqu'à présent, ils trouvent leur compte que dans les organisations de la société civile, pour gagner leur pain. Tout récemment, il y a eu une loi sur les symboles de l'État, au temps où les activistes dénonçaient l'injustice ici en Mauritanie. Aujourd'hui, quand tu attaques un ministère, on te dit que tu touches au symbole de l'État. Donc, qui dit démocratie dit aussi la liberté d'expression, de dire oui ou non à une injustice. Et une dernière question. Qu'est-ce que Africa TV met en place pour protéger et accompagner ces activistes-là? Parce que quand tu fais l'engagement citoyen, tu deviens politique. Et quand tu es politique, tu es stigmatisé, tu deviens aussi sujet politique du moment que tu ne dénonces pas. C'est ça, je vous remercie. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous félicite également. Donc, désolée, je me présente. Je m'appelle Aminetou Bilal et je suis invitée aujourd'hui en tant que présidente du mouvement des Patriotes en Action qui a été lancé en septembre 2021, qui se retrouve sur la thématique et sur vos priorités, me semble-t-il. Donc, félicitations pour le lancement d'Afrique TV Citizen Lab. Comme vient de le dire une des personnes qui m'a précédé, qui vient à point nommé, parce que l'engagement citoyen, la citoyenneté, la cohésion sociale, tous ces sujets-là sont des véritables défis en Mauritanie. Et donc, je trouve que le projet est pertinent. Et donc, tout à l'heure, Khali a parlé de l'Internet, de ce qu'avant Internet, il n'y avait rien. Mais actuellement, il y a ce qu'on appelle le chat GPT, je pense que qui est une réelle révolution dans le domaine de la nouvelle technologie. Et vous savez que le chat GPT, c'est un outil donc, qui permet, j'ai une petite définition ici du chat GPT, c'est un outil conversationnel établi à partir d'une intelligence artificielle qui est développée par OpenAI
société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et le chat GPT est capable d'échanger sous forme de messages. Il répond à vos questions, mais génère également du contenu. C'est-à-dire que si vous allez sur le chat GPT, vous pouvez lui demander de vous faire un article, de vous faire un design. C'est-à-dire on n'aura plus besoin, par exemple, d'un designer pour avoir cette affiche-là. Il suffit juste d'aller sur ChatGPT, lui mettre les mots-clés et il va vous proposer plusieurs formats pour votre design, par exemple. Maintenant, pour écrire un article, tu n'auras plus besoin de faire un effort. Il suffit juste d'aller sur le ChatGPT pour écrire un article. Et on me dit que le ChatGPT ne demande pas de sources ou bien ne met pas les sources. Donc ça, c'est un réel problème et il est en train d'être développé dans le monde. Peut-être pas encore en Afrique très très développée. Hadina Rimsik peut peut-être nous en dire plus puisque c'est leur domaine. Donc qu'en est-il de tout ça, le chat GPT en ce qui concerne la démocratisation du numérique? Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais juste rebondir par rapport à l'intervention d'Aminatou Bilal. Le vendredi, nous avons été formés sur plusieurs outils dans le chat GPT. Nous et les membres de l'équipe locale d'Africtivis. Et je pense que Cyriac pourra répondre à votre question. Ah, vous allez répondre. Donc, rapidement, Ismaël, vous allez répondre aux questions posées à Africtivis et nous allons passer au second panel. La première question, c'est en Maurice. Non, ça, c'est pas pour Africtivis. La question à Africtivis a Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum à tous. Qu'est-ce que Africtivis met en place pour protéger les acteurs? C'est justement, j'ai envie de dire, la raison pour laquelle on est là. La première chose qui protège quelqu'un qui veut s'engager dans quoi que ce soit, c'est de savoir comment évoluer dans ce domaine-là. On parle de numérique, par exemple. Le numérique est une nouvelle forme, j'ai envie de dire, de vie sociale à laquelle il faut former les gens. C'est pour ça qu'on ne parle plus de former les gens à l'utilisation du numérique, mais beaucoup plus de former les gens à la culture du numérique. Le numérique redéfinit souvent la nature des relations que nous avons, la nature dont nous louons les relations. Je pense que si on prend le bureau d'Africtivis en tant que tel, ceux qui se sont déplacés de Dakar, pour la plupart, on s'est connus sur Internet en fait. C'est-à-dire qu'Africtivis est né sur Internet. C'est parce que cette nouvelle forme de vie sociale nous permet d'établir des relations sociales qui peuvent aboutir à des relations de confiance. Des gens se marient sur Internet, des gens créent des entreprises sur Internet, se trouvent des partenaires avec qui travailler sur Internet, ainsi de suite. Et comment donc faire pour protéger les acteurs? C'est de les former. Les former à d'abord savoir comment évoluer dans ce monde-là, la première chose. Quels sont les outils qu'on utilise, par exemple? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de censure pour contourner la censure quand il y en a, tout en restant dans la limite des lois. Le plus important, la première chose qui protège un acteur, c'est d'essayer au maximum de rester dans la limite des lois. Africtivis se refuse de mener, par exemple, une campagne qui appellerait les gens à enfreindre la loi dans leur pays. C'est très facile pour moi de vivre à Dakar, par exemple, et d'être là-bas et de dire oui, en Mauritanie, je pense que les jeunes devraient faire ça, alors que c'est contraire à la loi. Ce n'est pas moi qui irai en prison en Mauritanie, ce n'est pas moi qu'on va arrêter. Donc, ce qu'Africtivis fait, c'est ça. C'est après aussi d'avoir des mécanismes de campagne de plaidoyer. Il est arrivé très souvent qu'on mène des campagnes, par exemple, pour faire libérer un acteur dans un pays. Je pense que même c'est pas ça qui a fait naître Africtivis d'ailleurs. Des gens, oui, c'est une des raisons qu'on avait beaucoup d'activistes, de blogueurs et autres qui étaient arrêtés dans différents pays et qu'il a fallu qu'on s'est rendu compte que quand nous luttons contre ça ensemble, que ça marchait. Donc il y a plusieurs mécanismes qu'on a, mais le premier d'entre tous, c'est ce qu'on est venu faire en Mauritanie, c'est de former, d'outiller les gens, de leur montrer comment mener des campagnes digitales sur des campagnes de plaidoyer, des campagnes digitales sur Internet,
comment saisir de ce qu'on appelle un challenge civique, c'est-à-dire un problème de société, un problème qui se pose à la citoyenneté, et de le mener à bout par le plaidoyer, par le lobbying, par tous ces genres de choses-là. Peut-être par d'autres méthodes aussi, mais tout en essayant au maximum du plus possible de rester dans les limites de la loi. Voilà à peu près pour répondre à ça. Il y a une question par rapport à ChatGPT. Ok, alors ChatGPT, en fait, c'est quoi? C'est un outil d'intelligence, ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Alors, le terme peut faire peur parce que ceux qui créent ces outils-là ont essayé de faire croire qu'ils ont créé une intelligence en parallèle à l'intelligence humaine, ce qui n'est pas possible. Ces outils-là, ChatGPT et tout ce qu'on appelle intelligence artificielle, qui existent depuis Siri sur votre téléphone ou OK Google, ce sont des intelligences artificielles. En fait, ce n'est pas une nouvelle intelligence, c'est la somme des intelligences que les humains ont produites sur Terre. C'est-à-dire que ChatGPT, tu lui dis, je veux une recette de telle, il va juste aller chercher sur Internet une recette, il va te le ramener. Je veux un modèle de lettre de motivation pour candidater à un poste de journaliste pour CNN. Il va chercher dans ce que l'intelligence collective humaine a produit, par exemple, il va chercher ce que CNN veut comme type de lettre de motivation, ce que les gens disent. Ça veut dire que, je vais juste donner un exemple. Un exemple qui a été testé. On avait pris une quinzaine d'avocats, qui ont à peu près 10 ans d'expérience dans le métier. À chacun, on lui a remis le même contrat, un contrat de confidentialité, en nous disant, ce contrat comporte des risques, nous voulons que vous sortiez tous les risques qui sont dans le contrat. Les avocats ont travaillé chacun et le meilleur a sorti 70% des risques contenus dans le contrat. Le même contrat a été mis dans une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a sorti 86% des risques. Ça veut dire quoi en fait? C'est sûr que l'intelligence artificielle a trouvé tous les risques que tout le monde a trouvé, mais il a peut-être trouvé un risque que certains ont trouvé, que d'autres n'ont pas trouvé, ainsi de suite. C'est juste la somme de nos intelligences qui est posée là. Qu'on a pris, qu'on a mis des intelligences, des données que nous produisons. Nous passons tout notre temps à produire des données sur Internet, que nous le sachions ou pas. Le plus simple, c'est qui a ici activé, par exemple, Siri ou OK Google sur son téléphone. En fait, vous avez donné le droit à votre téléphone de vous écouter H24. Maintenant, vous lui avez dit, tu ne me réponds que lorsque je dis OK Google ou lorsque je dis Siri. Et donc, votre téléphone vous écoute, et tout ce qu'il écoute, ce sont des données que vous lui donnez, que vous lui expliquez. Les recherches que vous faites sur Google, les informations qu'on met sur les réseaux sociaux, tout ce qui est produit comme données qui va sur le numérique, ce sont ces choses-là qui sont regroupées dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est juste la somme des données, des intelligences que nous-mêmes nous avons. Je pense que c'est parce qu'il y a un micro qui... C'est ton micro, je pense. C'est le baladeur qui pour lui. Donc c'est juste ça en fait, c'est pas c'est pas du tout quelque chose. Alors, il ne va pas citer aussi. Pourquoi est-ce qu'il ne cite pas? Parce qu'il n'a pas de source. Il n'a pas une source unique. C'est-à-dire que je vais prendre juste l'outil ChatGPT. Tous ceux qui sont dans la salle peuvent lui poser la même question. Il va s'efforcer de te donner effectivement la réponse exacte, mais sous une forme différente. Vous lui demandez, vous lui posez tous la même question. Je veux une lettre de motivation pour candidater comme journaliste à CNN. Il va à chacun nous donner une lettre différente, mais pourtant qui répond aux normes de CNN. C'est juste ça qui est fort et qui fait que c'est difficile de détecter quand quelqu'un a utilisé une intelligence artificielle. Un ami enseignant à Dakar m'a dit que la dernière fois, il avait demandé il donne des cours dans une nouvelle école, et il a un ordinateur et il n'y avait pas le port qu'il fallait pour son truc, pour projeter. Il a demandé à une étudiante est-ce qu'il peut lui prêter sa machine. L'étudiante lui a prêté sa machine et malheureusement pour l'étudiante, la fenêtre qui s'est ouverte, c'était une fenêtre ChatGPT où elle rentrait le sujet de l'exercice qu'il leur avait donné en fait. Un enseignant français a découvert que 50% de ses étudiants lui ont rendu toute l'année des exercices résolus par ChatGPT. Et c'est ça le monde aujourd'hui dans lequel on est. Comme elle l'a dit, on peut produire, c'est-à-dire que je peux produire aujourd'hui, je vais attendre jusqu'à ce soir, ok?
Et je peux produire un article sur le lancement de Citizen Lab Mauritanie, parce que ChatGPT aura assez de ressources pour aller chercher sur les sites qui ont publié des articles sur ça, pour aller me faire un article unique qui n'est pas un plagiat de ces autres articles-là. C'est juste ça, en fait, le truc. Maintenant, oui, c'est impressionnant, mais c'est l'évolution normale comment on dit, c'est l'évolution normale du numérique. Voilà. Oui. C'est bon? C'est ça. Maintenant, ils ont décidé que tout le monde peut y avoir accès. C'est juste ça. Très bien. Donc, merci beaucoup. C'est impressionnant, c'est vrai, parce que lors de la formation dans la salle, il y avait des gens comme Alima qui prenaient et qui écoutaient sérieusement. Je sais qu'après, il y aura beaucoup de gens qui vont se replier sur ChatGPT désormais pour faire leurs articles. Donc, on passe à la seconde question qui est adressée à Khali. Est-ce que nous sommes dans une démocratie déguisée en Mauritanie? Bon, j'ai surtout entendu mon frère et ami Bayoumanias par rapport à la question de est-ce qu'on est dans un pays de démocratie ou est-ce qu'on est dans une phase de déguisement de démocratie. Je pense que pour aller direct au but, connaissant Bayoumanias, connaissant ses positions, parce que nous partageons beaucoup de choses, je vais le dire et je profiter pour répondre en même temps pour que tout le monde puisse comprendre ma position. Pour moi, la démocratie, d'abord, c'est qui? La démocratie, ce n'est pas l'État. La démocratie, ce n'est pas le président. La démocratie, c'est le peuple. Et malheureusement, nous n'arrivons pas encore à comprendre cela. Quand je parle d'une majorité qui existe dans notre pays. Aujourd'hui, l'expression, la démocratie, c'est l'expression directe du peuple. Je donne juste un exemple. Le jour des élections, le président de la République et Bayouma ont le même droit garanti par la Constitution de la République islamique. Vous allez vous diriger vers des caisses qui sont identifiées, vous allez prendre votre bulletin de vote et vous allez voter. Le président ne peut pas voter 10 cartes et toi voter 2 cartes. Vous avez chacun son bulletin. Donc pour moi, c'est ça le principe de la démocratie. Et quand je dis que c'est le peuple, parce que quand le peuple comprendra que c'est lui qui a le contrôle de l'action des hommes qui vont le diriger, je pense qu'on va inverser la courbe. Mais après, en Mauritanie, on a des réalités. On est en face d'une population dont presque les 47% sont analphabètes, n'ont pas été alphabétisés. Donc ça, c'est un processus, comme tous les processus de société. Maintenant, par rapport à la déguisation, moi je pense que cette déguisation-là, elle existe dans tous les pays d'Afrique, qui continuent à recevoir, même si ce n'est pas le sujet, mais ça existe dans tous les pays qui continuent à recevoir l'argent des Européens. Moi je n'ai aucun problème avec l'Europe ni l'Amérique. Je les aime, je les respecte pour la simple raison. Les États ne sont pas des frères, ce sont des frères qui les lient. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Que l'Afrique joue son rôle, et l'Occident et l'Amérique va la respecter. Mais si tu continues à tendre la main et je te donne, eh bien tu vas accepter et tu vas réaliser ce que moi je dis. Parce que c'est moi qui donne. Quand maintenant on va se parler de part égale, toi tu apportes, moi j'apporte, à ce moment-là, tu auras ton mot à dire. Voilà en gros, moi, ce que je pense. Merci beaucoup, Khali. Juste rappeler qu'on est sur le panel 1, dont la thématique pour les médias. Alors, tout de suite, quand on a fait le tour de la salle, les questions concernaient les 3 panélistes. Donc, je vais poser la question qui concerne Dahaba Diagana, et ensuite, il va faire son exposé. À la fin, Ismaël va exposer et nous allons prendre des questions de tout le monde. Donc, Dahaba, est-ce qu'il y a une loi en Mauritanie qui régit le numérique? Bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés à cet événement très intéressant sur un sujet assez important, assez attrayant et assez perpétuellement d'actualité, à savoir le numérique. Je pense que Madame Khan, tu m'as posé une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas juriste. Et même s'il y a des lois, je sais qu'il y en a, mais je ne saurais malheureusement
je ne saurais malheureusement les exposer comme il se doit pour que le public puisse avoir le maximum de compréhension qu'il doit avoir. Par contre, j'aurais peut-être une contribution à faire par rapport au sujet. Donc, toujours en parlant de protection ou de droit, vous m'invitez ici en tant que vice-président d'une organisation qui est apolitique. Mais en même temps, moi-même, je suis très politisé. Donc, je suis entre le marteau et l'enclume. Autant je veux protéger mon organisation, autant je veux encore exprimer réellement ce que je pense. Mais je pense que je vais vous proposer juste un compromis. C'est enlever vice-président de Hadina pour que je puisse m'exprimer très librement et être à la hauteur de l'attente du public. Alors, quel rôle les médias doivent jouer dans la politique, dans la démocratisation? Moi, je pense que certains éléments ont été dit par mes prédécesseurs à la parole, mais ce qu'il y a de plus important à retenir, ou le comportement le plus adéquat dans ce genre de contexte de démocratisation, Bayoumar, pour répondre à ta question, nous ne sommes pas encore une démocratie, mais nous sommes dans un processus de démocratisation, mais qui a trop duré depuis plus de 30 ans. On est dans un processus. Mais un processus est censé avoir une fin. Parce que si ça dure trop, le processus va toujours reprendre. Et je crains que nous soyons dans cette situation. Alors, dans ce processus, je pense que le rôle que les médias doivent jouer, c'est surtout la qualité de l'information. La qualité de l'information consiste à donner la bonne information qui est impartiale, qui n'est pas donnée selon les aspirations ou selon les affinités politiques que celui qui gère le média X ou le média Y a par rapport à un certain homme politique, par rapport à un certain parti politique ou bien par rapport à une tendance, parce que tout simplement ça fausse le jeu. Parce que quand on parle de démocratie, il y a des règles qui régissent à cela. Et les règles doivent être les règles qui sont respectées pour tout le monde, aussi bien les hommes des médias que les hommes qui sont sur le terrain, sur le champ politique ou qui soient des activistes. Cependant, il n'est pas interdit qu'un journaliste ou bien qu'un organe de presse, qu'un patron d'organe de presse ou bien qu'un journaliste soit politisé. Mais le rôle du média, dans l'essentiel, doit être en quelque sorte des médias qui jouent un minimum d'impartialité. Parce que si on est dans un système politique où tout est monopolisé, où tout est centralisé entre les mains de ceux qui gouvernent ou de ceux qui dirigent, et que l'on trouve encore des médias qui sont à grande majorité de ces tendances, vous voyez que ceux qui sont un peu faibles risquent de ne pas tirer profit de cette situation. Voilà, ça c'est un peu la partie introductive de mon intervention. Alors maintenant, moi je souhaite donner un point de vue par rapport à la puissance que ces outils ont. Et surtout, le tout petit élément qu'on a tout le temps entre nos mains, c'est le smartphone. Alors je ne sais pas, pour ceux avec qui je suis un peu ami sur Facebook, il m'arrive très souvent à partager un peu le pitch de Steve Jobs qui présentait pour la première fois son iPhone. Je pense que c'était en 2007. Parce que pour moi je suis convaincu de ça, mais je pense que ça a été l'une des plus grandes révolutions. Même dans la révolution numérique, il y a eu des révolutions qui ont changé complètement la donne dans le monde économique, dans le monde politique et dans le monde des affaires, dans le monde de la société. Vous voyez ce que le téléphone a apporté comme changement. Un organe de presse qui n'a pas pu mettre en place un site web dans les 10 années qui ont suivi, il y a de fortes chances que cet organe n'existe pas aujourd'hui. Idem pour les réseaux sociaux. Un organe de presse aujourd'hui qui n'a pas une page bien habillée, bien alimentée, avec des designs appropriés au contexte, a de fortes mauvaises chances de disparaître.
Ça, c'est un autre exemple. C'est de la même manière que dans le domaine de l'économie. Même si on parle dans le domaine de l'économie numérique, le digital, les téléphones, entre 1998, 2000 jusqu'à 2003, 2004, les téléphones les plus utilisés, c'était les Nokia, c'était les Motorola, juste pour donner un exemple. Mais pendant un moment, on ne voit plus ces téléphones. Pourquoi? Parce que dès que Apple est rentré dedans, Samsung l'a suivi, toutes les sociétés qui ont pu suivre ce changement ont pu rester en concurrence dans le marché. Par contre, Nokia a traîné le pied, il a failli disparaître, idem pour Motorola qui s'est fait racheter, etc. Donc, il y a eu un processus important dans ce secteur également du industriel dans le domaine du numérique. C'est la même logique pour une entreprise qui n'a pas pu se digitaliser, c'est la même logique pour un parti politique qui n'a pas pu se moderniser dans sa gestion interne, aussi bien dans sa gestion interne que dans sa communication vis-à-vis des communautés. Donc, si je vois, en tout cas, selon les visages qui sont vraiment différents de mon visage qui commence à être vieux, on est tous, en grande majorité, on a moins de 40 ans. Mais on a en quelque sorte le même langage quand on parle. On se comprend facilement, mais il est souvent très difficile pour nous aujourd'hui de pouvoir communiquer avec des gens qui appartiennent à une autre génération, de nos parents, pour certains qui ont 70 ans ou plus, parce que tout simplement, nous, on vit un monde assez différent de ce que eux, ils ont vécu. Donc, vous voyez que le numérique aujourd'hui est devenu un outil indispensable dans toutes nos activités du quotidien, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la société ou dans toutes les autres activités. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un aspect qui est transversal. Donc, si le numérique peut jouer un rôle déterminant dans l'économie, dans nos activités sociales, c'est qu'il a aussi un rôle très déterminant dans la démocratie. Mais il faudra que l'on sache de quoi il s'agit, comment l'utiliser, quand et avec quels moyens, avec quelles ressources. Par ailleurs, il y a aussi des effets qui sont très négatifs dans l'utilisation du numérique. Par exemple, celui qui fait l'utilisation du numérique en faisant de la manipulation, en diffusant la mauvaise information, en faisant la propagation, disons, des contre-vérités, entre autres, qui ne favorisent pas le climat approprié pour faire de la démocratie, vous voyez que ce sont des effets nocifs sur lesquels nous devons en quelque sorte s'attaquer. Donc certains l'ont dit avant moi, il y a de la formation pour avoir la compétence, la capacité pour utiliser les outils à bon escient, mais aussi il y a des compétences qui sont souvent individuelles. C'est le sens de la responsabilité, à savoir, est-ce que si moi, Dahaba, je me permets dans mon coin d'utiliser telle ou telle information, pensant que peut-être que moi, ça va me donner quelques voix. Si on parle de démocratie, bon, je veux beaucoup de voix, mais je veux que ça soit des voix saines. Mais quand on ne mesure pas la conséquence, ou bien quand on prend une décision aussi banale que ce soit dans notre entourage, parce que tout simplement, le numérique a créé souvent des champions dans le sens du mérite, mais souvent aussi des champions, des faux champions. Voilà. Donc c'est des faux leaders qui sont là, qui ont la parole. Souvent c'est des vrais leaders qui sont inondés, parce que tout simplement il y a de faux leaders qui prennent le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils savent faire de la manipulation, ils savent jouer sur les émotions des citoyens, ils savent jouer sur les émotions de certains leaders d'opinion, à influencer de manière à être de tel côté et ne pas être de l'autre. Donc je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, aussi bien dans la sensibilisation, dans la formation, mais aussi dans la quête perpétuelle de chercher et de trouver des leaders d'opinion assez doués d'éthique et de responsabilité, en mettant toujours l'intérêt collectif des communautés que nous partageons. Et ça peut être, si vous voulez, dans le domaine de la culture, ça peut être dans la promotion des bonnes pratiques, aussi bien au niveau économique, social, environnemental, etc. Toujours est-il qu'il y a un petit outil qu'on a toujours entre les mains, mais qui a une puissance extraordinaire, qui est très
sous-exploité, mais d'autre part qui est utilisé souvent à des fins qui ne sont pas très impactantes sur notre quotidien et sur notre futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dahaba. Bayouma, merci, il est parti. J'allais répondre partiellement à sa question. Ah, il est là. Donc, il y a 4 lois en ce qui concerne le numérique. Il y a une loi d'orientation relative à la société de l'information et il y a une loi relative à la cybercriminalité. Je pense que c'est une loi qui a été assez utilisée par l'État dans certaines circonstances. Il y a une loi également sur la protection des données à caractère personnel et une loi sur les transactions électroniques. Donc, sur la lutte. Oui. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées, même beaucoup de lois ont été votées récemment par l'État mauritanien. Tout ça, c'est pour prévenir, mais également c'est pour protéger les citoyens. Tu peux te référer à la loi et puis voir. Donc nous allons continuer avec le dernier panel qui sera présenté par Pape Ismaël Dian, qui est sur la transformation du digital dans les médias. À la fin, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, les questions concernaient les 3 panélistes. Donc, on va écouter juste son intervention et ensuite, vous allez poser vos questions. Ok. Après, Inch'Allah, vous allez nous suivre. Ok, je vais donc, j'ai compris que je dois tout faire pour être bref. Alors, je m'appelle Papa Ismaël Dian. Avant d'être chargé de communication et du plaidoyer affectif, je suis journaliste de formation. Alors, moi, je voudrais aborder, comme elle l'a dit, la question de la transformation digitale des médias. Le précédent panéliste l'a bien dit, beaucoup de médias qui n'ont pas réussi à se transformer dans le digital ont disparu du paysage. Je vais beaucoup prendre des exemples sur le pays que je connais le mieux, le Sénégal. Au Sénégal, quand, disons, Internet est arrivé, les médias ont snobé Internet. Les gros médias sénégalais aujourd'hui, par exemple, les grands groupes de médias sénégalais qui existaient avant, si on regarde, ils n'ont pas vraiment un site d'information fonctionnel. Ils ont un site qui ne fait que répliquer, par exemple, ce que le journal papier a produit. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des médias sur les réseaux sociaux. Un système démocratisé par des médias comme Brut, comme Look Insider et autres. On en est encore à ce qu'au Sénégal et dans plein de pays africains d'ailleurs, a toujours snobé ce monde-là. Or, c'est une question, quand on parle de démocratie, on a parlé de démocratie numérique, c'est d'abord une question de droit d'accès pour tout le monde au numérique. On a encore, pendant des années, on a parlé de la fracture numérique entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, on doit parler de la fracture numérique dans nos pays, à l'intérieur de nos pays. C'est-à-dire qu'il existe encore, si on fait une carte honnête de la couverture numérique dans des zones où on peut accéder à un Internet, disons, à peu près normal, minimum 3G, c'est encore pour beaucoup de nos pays moins de 50% du territoire. Je suis allé il y a quelques années pour faire une formation sur l'utilisation du numérique dans le sud du Sénégal. Il n'y avait pas Internet en fait. Et donc j'ai dû faire un truc théorique pendant 2 jours. Juste pour vous dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième maintenant, c'est la démocratisation de l'accès au contenu. Quand les gens ils ont accès au numérique, ils doivent avoir accès au contenu. Le numérique, c'est quoi? C'est juste un outil. C'est comme un marteau en fait. Il faut... quand souvent les gens, quand ils parlent du numérique, ils vont dire oui, il y a des effets pervers. J'ai toujours envie de dire, montrez-moi une seule chose dans ce monde qui n'a pas d'effet pervers en fait. C'est pourquoi est-ce qu'on doit s'acharner sur le numérique, sur cette question-là. La deuxième chose, c'est que le numérique, à mon avis, n'a pas créé de nouveaux... oui, il a suscité peut-être de nouveaux comportements, mais il n'en a pas créé en fait. Il a juste trouvé ce que les gens faisaient dans la société et il l'a amplifié. Les gens manipulaient bien avant l'existence du numérique. Les gens ont utilisé la presse. J'ai envie de dire, le plus gros génocide au XXe siècle en Afrique,
s'est passé alors qu'il n'y avait pas de numérique. Et c'était grâce à une radio. Le génocide au Rwanda, c'était une radio qui s'appelait Mille Collines. Le gars, quand il ne pouvait plus rester dans son studio pour émettre, il a pris l'émetteur, il l'a posé sur sa voiture et il a commencé à faire le tour du pays. Donc, ce n'est pas avec le numérique que les gens ont commencé à manipuler. Ce n'est pas avec le numérique que les gens ont commencé à mentir. Ce n'est pas avec le numérique que les gens ont commencé à diffamer. Et sur ces points-là, c'est pour ça que je voudrais que, en fait, que les journalistes s'érigent en défenseurs du journalisme web en tant que tel. Aujourd'hui, le journalisme web, pourquoi est-ce que nos autorités, je vais parler du cas du Sénégal que je connais le mieux, ont tellement peur du numérique que ça fait maintenant, depuis que notre président il est là, ses équipes essaient de cuisiner une loi pour contrôler les réseaux sociaux. Ils n'y arrivent pas parce que c'est compliqué en fait. De trouver un truc qui contrôle sans contrôler, qui va être de la censure sans être de la censure. Ça fait des années qu'ils nous en parlent. Nous allons réguler les réseaux sociaux, nous allons contrôler. Et quand ils en parlent forcément de l'aspect répressif. Les mêmes lois qu'elle a citées pour la Mauritanie existent au Sénégal depuis 2008. C'est en 2008, le même jour, je crois que c'était le 25 janvier 2008, qu'ils ont voté, les 5, il y en a 4 là, nous on en a 5. En 2010, après il y avait aussi le code des communications, le code des télécoms qui a été changé, réformé en code des communications électroniques en 2017, qui est un peu la dernière loi en date sur le numérique. Ils essaient, et c'est parce que c'est compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout citoyen produit de l'information sur Internet. Et tout citoyen peut accéder à l'information. Il arrive, par exemple, qu'un citoyen se rende dans une administration donnée pour vouloir quelque chose. On lui dit non, on ne peut pas te le faire, et il leur sort, par exemple, le décret qui a créé cette administration en leur disant, selon le décret qui vous crée, vous avez le devoir de faire telle chose. Rien que cet accès à l'information-là est important et fait partie de la démocratisation. Vous avez, par exemple, dans l'un des trucs qui a fait naître Affectiviste et qu'on continue à faire, à aider dans des pays à développer, c'est, par exemple, le monitoring électoral. Certains d'entre vous ont dû entendre parler, par exemple, de CIV 2010 ou de Sunu 2012. C'était quoi? CIV 2010 en Côte d'Ivoire, Sunu 2012 au Sénégal. C'était des groupes de blogueurs qui avaient décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour observer, monitorer le processus électoral dans leur pays. En 2010 en Côte d'Ivoire, en 2012 au Sénégal. Aujourd'hui, par exemple, l'association des blogueurs de Guinée, ils ont quasiment un statut d'observateur. Pour chaque élection, ils ont près de 400 observateurs qui sont éparpillés dans toute la Guinée et qui font des remontées via les réseaux sociaux, jusqu'au décompte des résultats et tout ça. Vous avez dans d'autres pays, je pense qu'en Gambie, il y en a, Burkina Faso, il y en a, ainsi de suite. Ça, le numérique le permet aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant. Donc, c'est des moyens de faire ce que Sherpal appelle de la citoyenneté augmentée, c'est-à-dire que le citoyen, il a encore d'autres moyens, de nouveaux moyens de pouvoir être plus, comment dire, augmenté, je vais utiliser le mot, sa participation citoyenne dans son pays. Et donc, ça aussi, les médias doivent suivre ce pas-là. Les citoyens sont loin devant les médias, et les médias doivent suivre ce pas-là. Les médias, maintenant, leur rôle n'est pas de se prendre pour le concurrent du citoyen. Comme j'ai dit, tous ceux qui ont accès au numérique produisent de l'information. Le média, son boulot, puisqu'il a une carte de presse, puisqu'il a quelque chose qui lui permet d'accéder à un certain niveau, c'est de faire de l'information plus. Le citoyen, il peut constater quelque chose et produire de l'information sur ça. Par contre, l'explication en profondeur et tout ça, c'est le rôle du média d'aller plus loin. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que les sites web devraient arrêter de courir au scoop, genre dernière minute, urgence, et de travailler beaucoup plus sur du contenu, mieux développé, mieux pensé, qui va prendre du temps. Ce qui va prendre du temps pour être produit. Donc, juste pour essayer de résumer, je veux dire que la transformation digitale des médias doit se faire. Et ce n'est pas uniquement de prendre le contenu qui était produit avant sur le support classique et de le balancer sur Internet, qui est de faire du numérique. C'est de produire du contenu 100% pour le numérique, accessible via le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des télévisions qui vont prendre leur journal télévisé, le mettre en un bloc entier sur le numérique qui dure je ne sais combien de temps. Au lieu, par exemple, de le découper par
par article ou par élément de journal et de le mettre à la disposition des citoyens pour qu'ils puissent l'envoyer, pour qu'ils puissent le transmettre. Donc c'était ça que je voulais dire. Et je voulais juste ajouter sur la question des lois, en fait, pour le monsieur. Le gros piège n'est pas les lois sur le numérique. Par exemple, au Sénégal, la plupart des gens qui sont arrêtés pour avoir fait quelque chose sur Internet le sont sur la base, par exemple, du code pénal, qui existait avant le numérique, mais qui le législateur avait eu l'intelligence à l'époque de mettre, par exemple, sur la loi sur la diffamation ou la diffusion de fausses nouvelles ou autres. Ils ont cité les moyens par lesquels on diffame. Et le dernier point, c'est tout moyen électronique, tout moyen technique ou électronique de diffusion de masse. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le numérique et Internet bien avant même que ça existe. Donc, le gros piège n'est pas d'avoir des lois, mais allez voir, par exemple, dans les lois préexistantes comme le code pénal, comme les autres trucs, quels sont ce qui est applicable à Internet. Merci beaucoup, Patrick Ismaël. Il nous reste plus que 5 minutes. Je pense qu'on va déborder un peu sur le second panel. Mamie, tu n'as pas 5 minutes, il te reste 3 minutes. Non, 5 minutes, allez. 3 minutes. 5 minutes, je vais passer le micro à la dame. 5 minutes. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je vous remercie tout d'abord pour m'avoir donné l'occasion d'être partenaire avec vous aujourd'hui. Deuxièmement, je vous félicite et je vous souhaite, Inch'Allah, un bon avenir pour le lancement de ce projet. J'espère que ça contribuera dans la solution de nos problèmes en tant que journaliste et en tant que société même. J'ai juste un petit commentaire ou un petit point de vue sur la liberté de presse, parce que mon premier collègue qui avait commencé la parole a touché un vrai malheur qui est la liberté de presse. À mon avis, le problème qui existe en Mauritanie, ce n'est pas une question de liberté, mais seulement un problème. C'est le prochain thème. La liberté d'expression. Parce qu'il a déjà commencé avec ça. Ok. Non, vous pouvez garder votre question oui, ok. pour le prochain panel. Ok, je vais sortir un peu pour retourner. Merci beaucoup pour votre contribution. Malheureusement, nous n'allons pas prendre d'autres questions parce que le temps du panel s'est écoulé. Merci à tous pour vos contributions et nous allons passer la parole à Ali. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir s'il vous plaît. On va dire merci beaucoup à Ismaël, merci beaucoup à Khalid Diallo et à Daba pour avoir accepté d'être des nôtres et participer donc à ce panel avec nous. Khalid, on va vous demander d'aller faire une photo de famille, voilà, avec les 3 panélistes. Merci beaucoup.